Bienvenue à cet épisode de La Grande Idée, une série où je reçois des professionnels de l'industrie pour discuter de marketing, publicité et du monde des affaires. En plus d'avoir cofondé l'agence Diesel, maintenant connue sous le nom de Sidley, mon invité d'aujourd'hui est responsable de l'ensemble du produit créatif de l'agence. Grâce à son approche multidisciplinaire et son style de gestion, Philippe Meunier a permis à Sidley de récolter de nombreux prix à l'international. Avec un total de 6 bureaux en Amérique du Nord et en Europe et plus de 700 employés, Sidley est aujourd'hui synonyme de créativité commerciale, de réflexion stratégique et de savoir-faire agile. Philippe, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut Ali. Philippe, si tu permets, on fait un petit retour dans le temps. Je te ramène quand même une trentaine d'années en arrière. Si tu devais identifier le premier souvenir là, qui t'a donné le goût de créer, à quoi ça ressemblerait cette scène? Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie, là, d'où vient la motivation de transformer tes idées en réalité? En fait, c'est drôle parce que je marchais sur la rue, puis dans ce temps-là, j'étais étudiant. Et puis, j'étudiais en sciences parce que je voulais devenir biologiste marin. Tu sais. Et puis, à un moment donné, je me suis ramassé que j'ai réalisé que la biologie marine, dans les années 80, c'était plus de ramasser des carcasses de beluga sur le Saint-Laurent, puis ça m'a comme un petit peu désenchanté. Puis là, je me suis dit, c'est quoi la deuxième chose qui m'intéresse dans la vie? C'est la création. Puis, à un moment donné, je marchais sur la rue, puis je me suis aperçu que 80% des choses qui m'entouraient avaient besoin de création. Que ça soit la signalétique de la rue, des magasins, que ça soit les véhicules, que ça soit à l'intérieur des magasins, que ça soit les vêtements. Je me suis dit, il y a 80% de choses qui m'entourent présentement qui a besoin de créativité. Fait que là, je me suis dit, c'est probablement quelque chose qui est une ressource inépuisable, puis je devrais peut-être me concentrer là-dessus. Alors, c'est là que j'ai décidé de m'intéresser à la créativité, puis mon premier pas a été d'aller faire mon bac en design à l'UQAM. Et puis, j'ai été accepté même si je ne venais pas du domaine des arts. C'est ce qui est la magie de l'UQAM. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que tu dirais que c'est drôle, tu parles beaucoup de l'observation. Est-ce que tu dirais que tu as un sens de l'observation aigu depuis que tu es tout jeune? Oui, je te dirais que j'ai un sens d'observation, mais surtout un esprit curieux. Un esprit curieux qui vient vraiment de mon éducation. Je pense que mes parents, et spécialement ma mère, m'ont toujours appris à être curieux, à goûter, à explorer. Je pense que la curiosité fait partie de la créativité. Puis ça, dès mon jeune âge, j'ai été baigné là-dedans. Et puis, ça reste toujours en moi. Peu importe où je me promène, lorsque je marche dans une nouvelle ville, ben malheureusement, je regarde partout autre que la direction où je m'en vais, c'est dangereux. Mais je suis curieux de voir des petites ruelles, voir des gens, des boutiques. Je suis ouvert à tout parce que je pense qu'un esprit créatif, c'est un esprit curieux. Tu sais. Et puis, je pense que ça a toujours fait partie de mon bas âge. Puis, c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis, j'espère d'être curieux encore jusqu'à 100 ans. Tu sais. Puis, donc là, tu fais ton bac en design. Qu'est-ce qui se passe après ton bac? Est-ce que tu trouves une job? Est-ce que tu fais du freelancing? L'économie ressemble à quoi à ce moment-là? Ah, ça, c'est bac en design. Premièrement, bac en design, j'ai dû faire un peu de rattrapage parce que la première année, je n'ai pas du domaine des arts. Fait que il y a un professeur du nom de Frédéric Metz qui me dit, Monsieur Meunier, si vous voulez suivre vos collègues, vous allez devoir travailler 2 fois plus fort que tout le monde. Alors, la première année, j'ai pédalé beaucoup. J'ai appris c'était quoi un esprit créatif. J'ai appris c'était quoi le design. J'ai appris la simplicité. Et puis, très rapidement, dans la deuxième année, je me suis aperçu que c'est un outil que j'aimais beaucoup. Donc, j'ai commencé à avoir des petits clients pour payer un petit peu mes études, pour payer ma voiture, pour payer des choses. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai comme un peu mis le pied dans le côté entrepreneur dans la deuxième année de l'université. Et même la troisième année, j'étais moitié étudiant et moitié entrepreneur parce que j'avais des petits clients qui roulaient aussi en même temps. Alors, très rapidement, après mon bac, l'économie n'était pas bonne au Québec. On parle du début des années 90.
On était sur le point d'un référendum. Les grandes marques quittaient Montréal, les anglophones, les francophones. Fait en sorte que l'économie était dure. C'était pas facile de se trouver un emploi. Personne ne voulait nous embaucher. Alors, à un moment donné, à force d'essayer de travailler, de trouver un emploi, je me suis dit, ben, je suis peut-être mieux de créer mon propre emploi. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Jean-François Bouchard, qui était mon ami, mon collègue d'école secondaire, en fait. Lui, il avait fait ses études en droit à l'Université d'Ottawa. Il était malheureux comme une roche. C'est un créatif, puis il avait fait plaisir à ses parents, je pense, finir son droit, mais je pense que les deux ensemble, on avait plus de plaisir. Alors, on a commencé à se partager des clients, à travailler ensemble. Et puis, lui, il avait un petit local sur Saint-Laurent, donc j'étais allé squatter son local, on a travaillé ensemble, partagé des clients. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'on a une petite business. Alors, c'est là qu'on a décidé de vraiment s'investir, d'aller chercher un petit peu de financement du gouvernement pour partir de notre petite business. Et puis, c'est comme ça que les racines de Sidley sont parties. Dans le temps, on s'appelait Diesel. Et puis, fil en aiguille, on a fait toutes sortes de petits mandats. Puis là, je suis pas tellement fier parce qu'il y a des choses que... Mais à un moment donné, comme mon associé Jean-François disait, c'est en gossant qu'on devient gosseron. Ben, on a fait des menus de restaurants grecs, on a fait des publicités de concessionnaires automobiles, là, tu sais, des affaires que... On a appris notre métier. Puis, tu sais, il y a une loi qu'on dit qu'il faut toujours mettre le 10 000 heures pour devenir bon dans ce qu'on fait. Je pense que c'est là qu'on a mis notre 10 000 heures parce que on a travaillé très fort. Très, très, très fort. Et puis, on avait un local dans un quartier un petit peu difficile de Montréal. Alors, ça arrivait des fois que pendant la nuit, on se faisait voler dans notre local. Les gens volaient notre ordinateur. Et puis, on devait aller le racheter au pawn shop en bas sur Saint-Laurent pour continuer notre travail de la veille. Alors, c'est assez particulier. C'était vraiment deux personnes qui avaient le goût d'avoir du plaisir dans la vie, puis un Mac. C'est comme ça qu'on a commencé. On a acheté un ordinateur, on est allé à la coop étudiante, puis notre premier investissement, c'était d'acheter ça, puis de travailler fort, Puis, en quelque part, ça a fonctionné parce que l'économie du Québec, ben, les gens cherchaient de travailler avec des gens où ils pouvaient sauver de l'argent ou une petite gang pas chère. Fait qu'on était la petite gang pas chère. Fait qu'on faisait un petit peu de tout, on apprenait. On s'est fait avoir par plusieurs clients aussi, mais en même temps, nous autres aussi, on en a eu quelques-uns. Fait que c'est comme ça qu'on a appris, qu'on a commencé, qu'on a eu beaucoup de plaisir. Mais c'est drôle, tu dis ça, il y a beaucoup d'histoires entrepreneuriales au Québec qui viennent par nécessité, là, je veux dire, ou bien on s'est fait mettre à la porte, ou bien l'économie allait pas bien. Puis vous, c'est ça, je veux dire, vous avez, avec les variables ou les composantes que vous aviez, vous avez pris un peu votre destin entre vos propres mains, puis vous avez dit, on se lance, même si c'est pas nécessairement facile. Je suis curieux de savoir c'était quoi la dynamique entre toi et Jean-François, qui faisait quoi? Est-ce que c'était très, très, très fluide? Est-ce que un était dans le champ gauche, l'autre était dans le champ droit? Est-ce qu'il y avait de la tension au niveau créatif? Est-ce que vous avez les mêmes façons de fonctionner, les mêmes idées? À quoi ça ressemblait ce duo-là? Ben, en fait, on a été chanceux un peu parce que on ne savait pas si on était bon ou pas bon, là. On n'avait aucune idée. On était des amis. C'est sûr qu'on partageait des mêmes valeurs, mais en même temps, lui avait peut-être plus la facilité d'écrire parce que, tu sais, moi, étant dyslexique, j'avais de la misère à écrire, c'était pas mon fort, mais tout ce qui était visuel, c'était mon univers. Fait que lui, il était, comme on pourrait dire, il était plus le rédacteur ou le writer. Puis moi, j'étais plus le designer ou le directeur artistique où on travaillait, moi, plus l'univers du visuel, puis plus l'univers des mots. Mais en même temps, on partait une entreprise. Fait qu'on devait signer des chèques, répondre au téléphone, sortir les poubelles, passer l'aspirateur. Fait que ça, c'est toutes des tâches que on faisait. Une semaine faisait les poubelles, l'autre faisait le ménage. On faisait des rotations comme ça. Les clients, ben souvent, on allait voir les clients ensemble, mais lui, il était plus responsable du développement des affaires. Mais en même temps, des fois, on le faisait ensemble, tu sais. Fait que c'était vraiment, je te dirais,
on avait chacun nos sphères d'expertise, mais on avait un centre où on se rassemblait au niveau de ce qu'on avait le goût de faire, ce qu'on avait le goût de bâtir, comment on voulait être. Puis, ce que j'appelle un petit peu une relation maman-papa, dans le sens que l'harmonie régnait, on était bien équilibrés. On a fait ça quand même pendant 7 ans de temps, là. Tu sais, ça a roulé. On a embauché des gens, on a grandi. Mais en même temps, à un moment donné, euh, il y a un client qui est devenu un ami, puis qui est devenu un partenaire, qui était Bertrand Sesvet. Bertrand, c'était comme un petit peu celui qui a brisé cet équilibre-là de maman-papa. C'était comme un peu le mononcle des États-Unis qui rentrait dans la relation avec un point de vue différent. Fait que ça a été bien parce que ça a amené un autre cycle. Tu sais, souvent, il y a des cycles, hein, moi, je pense que Sidley a des cycles de 7 ans, souvent. Euh, et puis, dans le premier cycle, du premier 7 ans, ben, c'était JF et Phil. On faisait nos affaires, nos amis. Après ça, il y a eu l'autre cycle où Bertrand est arrivé. C'était un autre moment. Après ça, à l'intérieur de ce cycle-là, il y a eu d'autres associés qui sont venus alentour de la table. La gang de Daniel, de Martin Gauthier, tous ces gens-là qui sont venus alentour de ce noyau d'énergie-là, c'est là qu'on a commencé vraiment à bâtir Sidley. Tu sais. Et Puis, puis, à partir de là, ben, on a fait un autre bon 7 ans comme ça. je me demande, est-ce qu'il y a un mandat, tu te souviens, qui vous a mis sur la map, là, puis qui vous a fait réaliser que vous aviez quelque chose de spécial sur lequel vous pouviez bâtir? Oui, c'était la marque Sleeman, la bière Sleeman. La bière Sleeman n'était pas tellement connue au Québec. John Sleeman avait une microbrasserie à Guelph, en Ontario, avec un certain succès en Ontario, mais comme une microbrasserie, s'il ne réussissait pas à grossir ses parts de marché, ben, ça ne fonctionnerait pas pour lui. Fait qu'il s'est dit, il faut que je rentre au Québec. Mais comment tu veux vendre une bière à des Québécois? Une bière qui, premièrement, a une bouteille transparente avec un castor dessus, très canadienne, dans un contexte de référendum, puis tout, d'un anglophone. Fait qu'on s'est dit, oh boy, ça va être difficile, ça. Mais on a pitché là-dessus. Puis, honnêtement, on a perdu le pitch. Et puis, le John Sleeman, le propriétaire, a demandé à son directeur du marketing du temps, je peux-tu voir les idées qui ont été pitchées? Alors, il a vu nos idées, puis il a dit, ah, ça, c'est intéressant, cette agence-là. Alors, ils nous ont rappelé. Et puis, John Sleeman a fait vraiment le pari d'écouter deux jeunes niaiseux du Québec avec une idée complètement farfelue de lancer une bière, puis de prendre tout le budget média, puis de le mettre en radio. De prendre John Sleeman, qui ne savait pas parler français, essayer de faire des annonces radio en français, en disant toutes sortes de niaiseries pour essayer de convaincre les Québécois que sa bière est bonne. Tu sais. Fait que ça a donné la campagne radio de Sleeman, qui était un grand succès cet été-là. Et puis par la suite, le client nous a fait confiance, on s'est mis à faire de l'affichage, de la télé avec des petits budgets de crève-fin, puis tout ça. Mais là, les gens nous voyaient, on est arrivé vraiment par le champ gauche. Les gens, c'est qui, eux, qui ont fait ça? T'sais. Fait que ça, c'était ce que j'appelle des clients qui sont formateurs dans l'histoire d'une agence. T'sais. Il y a des clients comme ça qui sont arrivés, puis je pourrais t'en donner plein d'autres aussi. Mais ça, c'était notre premier client qui a dit, OK, on existe. Et puis là, les gens sont venus cogner à notre porte parce qu'ils se sont dit, ah, eux autres sont intéressants. T'sais. Fait que c'était notre premier, John Sleeman. Puis tu as parlé tantôt aussi de la règle des 10 000 heures là, que j'ai trouvé bien intéressante, qu'on entend souvent. Qu'est-ce que vous avez appris, tu trouves? Comment vous avez évolué? Vous avez commencé avec des mandats, tu disais, là, peut-être un peu moins excitant, un peu moins sexy, mais souvent, ça nous amène vers une réflexion peut-être qui est différente ou une évolution. Qu'est-ce que ces 10 000 heures-là vous ont apporté? En fait, ça revient un petit peu à ce que je disais au début. Ça nous a aidé à observer. On s'est aperçu que en travaillant très fort sur notre gagne-pain, parce qu'il faut s'avouer que chaque client payait notre loyer, faisait notre paye. Là, alors, on a porté attention, on écoutait beaucoup, on a observé beaucoup l'industrie du moment, les clients. Puis on s'est aperçu que les clients étaient très compartimentés. Ils faisaient affaire avec une agence de publicité.
il faisait affaire avec une petite boîte de design. Hop, là, le digital a commencé à venir au monde. Fait que là, il faisait affaire avec une petite boîte en digital. C'est là qu'on s'est aperçu que la notion de multidiscipline était très importante pour les marques. Fait qu'on a appris qu'il y avait peut-être un terreau fertile de se positionner en offrant des services créatifs dans l'univers de la multidiscipline. Et puis, ça vient vraiment de l'acharnement qu'on a eu. Puis on a aussi compris aussi la valeur d'un client. Ça, pour nous, c'est important parce qu'un client, c'est une relation de confiance. Pour acheter des idées folles, ben, ça prend une relation de confiance. Je pense que c'est important de vraiment comprendre sa réalité, comprendre son quotidien, ses défis d'affaires et tout ça. On a appris aussi l'importance de la qualité de la création. Parce qu'un été, on est allé prendre une bière un soir, et la business, elle allait, là. Hey, on travaillait, là, ça n'avait pas de sens, mais on faisait de la saucisse. T'sais, honnêtement, là, on faisait de la saucisse. Fait que là, on s'est dit, à l'entour de notre bière, on s'est dit, OK, c'est le fun, on a une business qui roule, mais on n'est pas fiers du travail. C'est pas ça qui nous inspire. C'est pas ça qui fait en sorte que on va sortir de notre petit Québec, là, tu sais. Faut aller dans le Grand Québec, puis dans le Grand Québec, la créativité qu'on fait là, ça nous amènera pas là. Fait que c'est là qu'on s'est mis à se concentrer vraiment sur notre produit créatif, tu sais. Alors, c'est toutes des petites choses qu'on apprend comme ça, en travaillant très fort. Je pense qu'on devient meilleur dans notre métier. Puis je pense que ça prend les 10 000 heures de travail pour se rendre là. Tu as parlé du volet multidisciplinaire. Il y a beaucoup d'agences, en fait beaucoup d'entreprises en général, là, pas seulement les agences, qui pensent à la diversification de leurs services. Je lisais un article de la presse qui date de 2006. Je t'en cite un bout. En communication publicitaire, les agences arrivent tard dans le processus de commercialisation du produit, explique Jean-François Bouchard. Avec la créativité commerciale, nous travaillerons en amont dans chaque étape du processus commercial, design d'espace, design industriel, etc. Puisque la créativité n'est pas encore ancrée parmi les valeurs des entreprises, nous voulons en devenir un fournisseur dans toutes les intersections, dans toutes les interactions entre leurs produits et les consommateurs. Je pense souvent à la relation entre les nouvelles opportunités, là, diversification de services, nouvelles opportunités, mais aussi le risque que ça peut apporter parce que on commence souvent, on est excellent dans un créneau en particulier, c'est sur ça qu'on bâtit notre image. Ensuite de ça, on décide d'ajouter un nouveau service. On n'a pas encore la même profondeur, la même expérience, la même expertise dans ce créneau-là. Comment est-ce qu'on évite de se mettre en péril ou de mettre en péril une relation client parce que justement, on propose quelque chose de nouveau puis peut-être qu'on ne l'a pas encore maîtrisé à 100%? Oui, ça, c'est un défi. C'est un défi, mais en même temps, je pense que la première chose qu'on a appris avec ces années-là, c'est qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, s'interpréter professionnel dans une discipline. C'est pour ça que Sidley s'est bâti avec plusieurs associés, dont des gens qui sont experts dans leur discipline. Je te donne un exemple. Lorsqu'on a eu l'intérêt vers l'architecture, ben, on ne peut pas s'improviser architecte du jour au lendemain. Alors, c'est sûr que de partir des relations avec Jean et Martin est important pour nous, tu sais. Donc, tu ne peux pas prétendre que tu es parfait en digital ou en médias sociaux. Donc, c'est important d'aller chercher les meilleurs dans la discipline, leur faire confiance. La sauce magique, c'est de faire en sorte, c'est de trouver des gens qui n'ont pas d'ego, des gens qui sont capables de laisser l'ego à la porte. Parce que lorsqu'on rentre dans une session de travail, les clients nous appellent parce qu'ils ont des problèmes d'affaires, des problèmes commerciaux. Nous, notre promesse, c'est de leur livrer une solution créative. Que la solution soit redesigner le produit, l'espace, le retail space, l'architecture, un spot télé à 30 secondes. C'est pas grave. C'est pas grave. On va amener la bonne solution créative pour le problème commercial. Donc, c'est là que tu peux pas avoir des égos alentour de la table. Il faut que tu laisses ça à la table parce que si tu as un concepteur-rédacteur qui influence le narratif d'une expérience architecturale, c'est là que la magie arrive. Puis moi, je pense que, oui, on parle beaucoup de multidiscipline. Puis je pense qu'il faut faire
confiance aux spécialistes. Mais ce qui est important, c'est l'interdiscipline. Comment ces gens-là, qui ont les mêmes valeurs créatives, peuvent travailler ensemble pour faire quelque chose de plus gros que leur quotidien? C'est là que la magie arrive, c'est l'interdiscipline. T'sais. Puis ça, je pense qu'il faut laisser vraiment l'ego à la porte. Et puis, il faut se respecter, il faut avoir la même vision créative pour le faire. T'sais. Fait que je te dirais que c'est vraiment ça qui était la petite sauce magique de Seedly. On était 26 personnes qui étaient associées, on était des amis, on se rechallengeait, on se poussait, mais on partageait toujours les mêmes valeurs. C'est ça qui est intéressant. T'sais. Philippe, on passe au segment de la grande idée. Seedly est reconnu à l'international pour sa réflexion stratégique, mais aussi pour sa créativité. C'est quoi ta définition personnelle de la créativité? Puis pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est important pour toi? Puis pourquoi est-ce que les organisations devraient prêter attention à ça? Ben, pour moi, la créativité, premièrement, c'est une façon de voir le monde. Pour moi, c'est une façon ça part par une culture, la créativité. C'est une façon de voir les choses. La créativité, c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours. C'est sûr que si tu regardes la définition de la créativité, c'est de prendre deux choses qui sont très différentes, tu les mets ensemble, ça crée une nouvelle chose. Bon, OK, ça c'est fait. Mais au-dessus de ça, pour moi, la créativité, un partage de culture, c'est une vision, c'est une attitude, c'est une façon de voir demain de façon différente. Et puis ça, je pense, c'est ça qui est excitant. Parce que toutes les entreprises ont besoin d'une dose de créativité s'ils veulent être capables de grandir et d'être pertinents dans le futur. Puis quand on parle de créativité, c'est là qu'on crée des entreprises qui sont uniques. Pour moi, une entreprise qui ressemble à Joe Blow, l'autre bord de la rue, pour moi, c'est pas la même chose. Par contre, la créativité fait en sorte qu'il y ait des entreprises, des marques, des gens comme nous qui deviennent uniques parce qu'on croit dans des valeurs créatives, à une vision. Puis ça, pour moi, c'est ça qui fait la grosse différence. T'sais. Alors, toutes les entreprises, que ce soit des bureaux d'avocats, que ce soit des banques, que ce soit des pétrolières, ont besoin de la créativité. Puis même moi, j'ai toujours dit qu'on n'a pas assez de créatifs alentour des conseils d'administration parce que c'est comme ça qu'on va être capable de voir le futur des entreprises. T'sais. Alors, je pense que plus on avance avec l'intelligence artificielle, plus on avance avec toute l'automatisation de plein de choses, la créativité va devenir vraiment à la fine pointe, à la hauteur des besoins et la pertinence d'avoir ces gens-là alentour des tables des conseils d'administration. Puis, est-ce que tu trouves qu'on est assez créatif au Québec? T'sais, est-ce qu'on ose assez? Comment on se compare? Si on veut se comparer à l'international, là, comment on se positionne au Québec? Ben moi, je pense qu'il y a quelque chose dans l'ADN des Québécois. Je ne sais pas si c'est à cause de l'eau ou nos racines, où on a été déportés. Tous les pas fins de l'Europe sont débarqués chez nous. Puis il y a un petit côté coureur des bois, mais oui, puis je pense aussi que ça fait partie de nos gènes de la créativité au Québec. Mais oui, je pense que les Québécois sont très créatifs parce qu'on est unique en Amérique du Nord. On est des francophones en Amérique du Nord pris entre un peuple plus anglophone britannique et un peuple américain. Il y a beaucoup spécialement à Montréal, il y a beaucoup de culture, il y a une, comment je pourrais dire, il y a comme un métissage de plein de cultures, d'histoires qui nous rend uniques au Québec. Ce qui fait en sorte que moi, je pense que les Québécois sont très, très créatifs. Après ça, la question, est-ce que spécifiquement dans une industrie, oui, on a rayonné en créativité. Je pense que ce soit dans l'industrie des communications, que ce soit l'industrie du cirque, du théâtre, le Québec s'est vraiment distingué par sa créativité. Si on se compare aux gens à l'extérieur, là, c'est là que là, on se fait brasser un tout petit peu parce qu'il y a d'autres pays, d'autres communautés qui sont très, très créatives parce qu'il y a une culture très forte aussi. On prend par exemple le Mexique, le Brésil, même les pays scandinaves, ce sont tous des pays avec des cultures très fortes, très uniques, qui font en sorte qu'ils ont un gros, gros bassin de créativité. Des fois, ils n'ont pas les moyens économiques pour l'exprimer,
Par contre, je pense que on n'est pas les seuls sur la planète d'être créatifs. Puis c'est à nous d'ouvrir nos portes à ces gens-là pour venir travailler avec nous, puis d'être capable d'amener de la créativité dans notre culture pour qu'on soit encore plus fort. Tu sais. Puis souvent, tu sais, je pense, en tant qu'agence, en tant que boîte de prod, on veut faire preuve de créativité, mais de l'autre côté de la table, il y a peut-être une personne un peu plus conservatrice dans son approche. Disons qu'on a un VP marketing là, qui nous écoute aujourd'hui, un peu plus conservateur. Il est dans une industrie B2B qui s'est appuyé là, sur des bonnes vieilles méthodes qui ont toujours marché pour lui. Pourquoi est-ce qu'il penserait à infuser de la créativité dans ses façons de faire? Ben, s'il n'y en a pas de besoin, c'est correct. Dans le sens que, je veux dire, s'il n'y a pas de défi, de problème commercial, puis que tout va bien, puis qu'il y a une belle croissance, puis que ça fonctionne bien, il n'y a pas besoin d'aller injecter de la créativité ou même du risque en quelque part dans son modèle. Par contre, quelqu'un qui, puis je reviens à John Sleeman, tu sais, John Sleeman, lui, là, il n'avait pas le choix de vraiment investir dans la créativité parce qu'il se disait, si je ne le fais pas, je perds mon entreprise. Je perds les parts de marché. Fait que c'est dans ce moment-là que la créativité compte vraiment, puis devient un avantage quasiment illégal en quelque part. Tu sais. Donc, les entreprises qui ont besoin de créativité, ce sont des entreprises qui ont des problèmes commerciaux. C'est des gens qui doivent changer leur point de vue, ils doivent changer leur façon de faire. Je te donne un exemple. La SAQ au Québec. La SAQ ont le monopole. C'est eux autres qui vendent tout l'alcool au Québec. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de créativité? C'est juste eux autres. Je pense pas que les gens vont arrêter d'aller magasiner, aller acheter leur petite bouteille à la SAQ. Par contre, moi, je pense que la SAQ, si elle n'investit pas dans la créativité, elle ne peut pas permettre aux consommateurs d'évoluer, puis d'augmenter leur facture moyenne, de découvrir des nouveaux vins, découvrir des nouveaux produits, découvrir des nouveaux cocktails, découvrir une expérience très différente de juste dire « je vais acheter ma bouteille puis je reviens le vendredi ». C'est là que des fois, il faut regarder la créativité en tant que « oui, qu'est-ce que je peux aller faire plus avec ?» Fait que c'est là que je pense que c'est la grosse différence. Fait qu'on peut penser qu'on n'en a pas de besoin, mais en réalité, il y a peut-être une opportunité, ou bien plus souvent qu'autrement, il y a peut-être une opportunité qui se cache là. Si on infuse un peu de créativité dans nos processus ou nos façons de faire. Oui, je pense que oui. Puis disons que tu as convaincu là, notre VP, là, puis là, il se dit, je pense que c'est le temps de favoriser une culture de créativité au sein de mon équipe. À part mettre un gros sticker creativity là, sur le mur, admettons, ce serait quoi un step-by-step guide que tu pourrais lui donner pour que dans les, je sais pas moi, 6 à 12 prochains mois, lui et son équipe soient mieux outillés pour penser de façon créative? Ben là, je pense qu'on va être obligé de faire un autre épisode. Parce que moi, j'ai mis avec les années sur papier les 10 trucs de création que je pense qui sont essentiels pour toute personne qui travaille, peu importe l'industrie. Je pense que quand on travaille en groupe, je pense que c'est important d'avoir ces outils-là. Ce sont des trucs de création qui sont faciles d'utiliser à tous les jours. Puis c'est des choses qui rendent les gens plus créatifs. Tu sais. Fait que c'est vraiment une façon de voir, de changer la perspective, de changer la culture. Il y a des entreprises qui sont très créatives à la base parce que les fondateurs étaient des gens créatifs, ils croyaient ça. Ces entreprises-là, avec le temps, des fois, lorsque les fondateurs quittent, ben, on perd la créativité, mais c'est quelque chose que tu perds jamais si tu l'entretiens. C'est un peu comme un muscle. Si tu bouges la créativité, elle va revenir, mais c'est un exercice que tu dois faire à tous les jours. T'sais. Alors, n'importe quelle entreprise doit bouger créativement pour garder sa créativité, mais surtout ne pas perdre sa culture créative. T'sais. Puis, qui dit créativité dit aussi prise de risque. Puis parfois, la prise de risque aussi, c'est des échecs. Fait que est-ce que, tu sais, c'est quoi la relation entre je veux que ma gang soit créative, mais je dois aussi leur permettre de faire des échecs sans les planter, les rabaisser. Comment vous gérez ça, vous, chez Sidley? Ben, d'une façon un peu, un peu Sidley. On a toujours salué
l'échec. À chaque année, on a une soirée qu'on appelle les Moron Awards. Donc, on récompense les gens qui font les grandes gaffes de l'année. Et puis, ça pour moi, c'est super important parce que de récompenser les gens qui échouent, les gens qui prennent des risques, c'est ça qui fait en sorte que ta business garde son edge. Et puis, les Moron Awards chez Sidley, là, c'est une culture, c'est un grand moment de l'année où on célèbre le tout. Puis, dans notre histoire, ça fait quand même 32 ans, on a eu des échecs, on a perdu de l'argent, on s'est pété la gueule sur bien des choses. On a présenté des affaires on est sorti de là, puis on était là, c'est complètement ridicule ce qu'on a fait. T'sais. Puis des fois, on a perdu de façon épique, comme parfois on a gagné de façon épique aussi. T'sais. Alors, moi, je pense que, puis récemment, on vient de gagner un projet, pour moi, qui est épique. C'est un projet à l'international qui est à l'extérieur. Puis les gens, non seulement qui ont choisi Sidley, ils ont choisi les idées, mais ils nous ont quand même dit on n'a jamais vu une présentation de création comme vous venez de faire. Ça, pour moi, là, c'est ça qui est important. T'sais. Ça, c'est le début d'une bonne relation. T'sais. Fait que je pense que des fois, il faut prendre des risques. Je me rappelle une année, on a perdu 11 pitchs. OK? D'affilée. On se faisait appeler, on pitchait, perdait. Et c'est long, ce pitch-là. Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, OK, là, il faut faire quelque chose d'autre. Fait que là, on s'est dit, on va refaire notre narratif de pitch. On va pitcher de façon différente. On a fait un 180 sur tout ce qu'on fait. Puis c'est là qu'on a développé une façon de se présenter qui était vraiment unique à Sidley. Puis là, on s'est mis à gagner. Juste parce qu'on a changé ça. T'sais. C'était quoi? Est-ce que c'était juste dans l'introduction, dans le storytelling, si tu veux nous teaser un peu, là, c'est quoi le changement que vous avez fait? Ah, on va faire un autre épisode. Ça c'est une série, ça. Je vais te donner un exemple. OK? Tu sais, quand tu rentres dans un pitch, premièrement, les gens ne te connaissent pas. OK? Donc, tu rentres, le fait que tout le monde essaie, c'est un petit peu un dog and pony show. Tu sais, tout le monde, tu rentres dans la grande salle de conférence. La personne qui décide, souvent est assis au bout, la personne la plus importante. À sa gauche ou à sa droite, avoir sa personne de confiance. Après ça, avoir une autre personne dans le fin fond qui est la personne qui nous aime vraiment, mais que son point de vue compte pas vraiment, là aussi. Là. Alors, puis souvent, quand on présente, ben, les gens présentaient sur des cartons, puis on présentait des choses... Il y avait vraiment plus d'écran, plus de cartons qu'on amenait, plus on donnait l'impression qu'on travaillait fort. T'sais. Puis à un moment donné, on s'est dit, c'est pas vrai. Ce sont des humains. C'est des gens qui ont le goût de travailler, oui, avec une boîte de création, mais avant tout, ils veulent travailler avec des gens. T'sais. Alors, on s'est posé la question vraiment, c'est qui va pitcher? Pour différentes raisons. Des fois, on changeait notre casting parce que on n'avait pas les bonnes personnes pour pitcher. Ça, c'est la première erreur de pitch souvent. Les gens pensent qu'on achète l'agence ou le travail, mais on achète les gens. T'sais. Fait que si tu n'as pas les bonnes personnes en partant, ça ne marche pas. Deuxièmement, on s'est mis à présenter sur la forme d'un rouleau. C'est comme un star, là, littéralement comme une toile. Là, fait que, on présentait toute notre création, on imprimait ça sur un grand rouleau, un grand canevas qu'on roulait. Puis on arrivait souvent en présentation, 2-3 personnes avec un rouleau. Déjà là, c'était intriguant. On mettait ça sur la table. Là, les gens étaient là, oh, c'est quoi ça? T'sais? Fait que là, on leur expliquait. Là, on leur disait, ben, nous, aujourd'hui, on vient vous présenter une vision de qu'est-ce qu'on pense, comment on voit votre marque. Et puis, on commençait à dérouler ça. Fait que là, les gens, déjà là, ils étaient attentionnés parce que, tu sais, c'est quoi ça? T'sais? Là, on déroulait, puis souvent, on avait un mot qui était notre 3 secondes. Notre 3 secondes de marque. Là. Puis là, on expliquait c'était quoi un 3 secondes, puis à quoi ça servait. Mais le fait que c'est un rouleau, là, la personne qui est à l'autre bout de la table est obligée de se lever. Puis toi, tu es obligé de faire ta présentation debout puis te déplacer. Fait que là, à mesure où on déballe le narratif de la marque, ben, on déroule tranquillement, pas vite. Fait que là, tu commences à voir des choses, mais là, tu t'attends à voir
la communication, mais à un moment donné, tu vois des magasins, tu vois de l'architecture. Là, tu vois ta marque prendre vie sur un grand rouleau de 45 pieds. À la fin du pitch, là, tout le monde est debout, tout le monde se promène. Toi, ça te permet de te rapprocher de la personne qui décide. Des fois, tu te mets à rire, tu te mets la main sur l'épaule de la personne. Puis là, ça devient convivial. Tu sors de là, l'énergie est bonne. Puis là, les gens se disent, hey, sont-tu fins, eux autres, hein? Fait que ça, là, ça a fait toute la différence. Toute la différence. Puis ça, des pitchs comme ça, on en a fait, là. Tu sais, des rouleaux de 45 pieds, là, des fois, on en avait trois. On était rendu dans les corridors. Là. Chez Adidas, on était rendu dans les corridors. On a fait des présentations dehors. À un moment donné, j'ai fait une présentation où les gens ont pris une petite pause pipi, puis sont revenus, puis j'avais tout déplacé les chaises pour faire en sorte que les gens soient tous assis en cercle alentour du rouleau. T'sais. Fait que toutes ces choses-là font en sorte que j'ai même déjà enfermé des clients dans une salle sans présenter. J'ai ouvert la porte, tout le monde est rentré, il y avait du café, il y avait des croissants, tous les rouleaux étaient sur le mur. Puis j'ai dit, on a travaillé super fort, je vous laisse apprécier le travail, puis je reviens dans 20 minutes voir si j'ai des petites questions. Voici du café, des croissants, on se revoit dans 20 minutes. Puis j'ai fermé la porte. J'ai pas vendu la patente. T'sais. On est revenu, c'était les clients qui nous vendaient les choses. T'sais. J'aurais bien aimé bien aimé que tu mettes une caméra dans cette salle-là pour voir peut-être la confusion dans la première minute et demie de qu'est-ce qui se passe. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, c'est certain, c'est certain. J'ai même déjà commencé un pitch. Là, je vais vous le dire, là, c'était Gaz Métropolitain dans le temps, qui s'appelait Gaz Métropolitain. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, c'était Ouais. marqué. Toutes les sorties de gaz là, au Québec, là, il y avait une petite affichette, c'était marqué Gaz Métropolitain. On est rentré dans le pitch, puis la première chose qu'on a dit, on va changer votre nom. Vous ne appelez plus Gaz Métropolitain, vous allez vous appeler Gaz Métro, puis on va changer votre logo. Là, les gens ont fait comme, ben là, c'était pas ça qu'on vous a demandé. Tu sais? Puis là, on s'est dit, je sais que vous n'avez pas demandé ça, mais on se donne la permission aujourd'hui de vous partager notre idée. Même si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas grave. C'est une discussion qu'on a. Mais nous, on pense que c'est important. Puis laissez-nous vous expliquer pourquoi on doit passer de gaz métropolitain à gaz métro. T'sais. Puis après ça, d'introduire la vie en bleu, puis d'introduire la peur du gaz, puis les petites flammes, puis la musique. Puis toutes ces petites choses-là, là, c'était tout déjà planifié. Fait que chaque pitch de ce que tu dis, là, il y a les idées en soi, mais il y a aussi comment qu'on présente le pitch, comment qu'on le package, comment qu'on se présente nous-mêmes. Ça, on dirait, mais ça en soi, ça devient toute une job aussi. L'art puis la science du pitch, là, je sais pas, ça s'apprend, ça se cultive, c'est essai-erreur. Est-ce que tu as été coaché? D'où ça vient? Ben, ça vient des 10 000 heures. Mm-hmm. Parce que tu apprends, tu fais des pitchs, tu perds, tu observes, tu reviens, tu changes des choses. Je pense que c'est vraiment une question d'apprentissage, comment tu le fais. Et puis, on parle souvent de l'art du pitch, mais pour moi, c'est pas l'art du pitch, c'est vraiment comment observer, puis être prêt avec qui les gens on va faire de la business avec eux. Il y a des gens que je rentre des fois dans une présentation, puis je sais impossible de mettre des heures dessus, on ne travaillera jamais ensemble, parce qu'on ne partage pas la même culture. Il y a des marques qui sont faites pour Sidley, puis il y a des marques qui ne sont pas faites pour Sidley. Ça, à quel moment tu le remarques, ça? Est-ce que tu le remarques le jour de la présentation ou est-ce que tu es capable de le spotter au moment du brief? Ben, je suis capable de le spotter au moment du brief. Je suis capable de le spotter aussi dans l'historique de cette marque-là. Il y a des marques qui nous ont approchés et puis il y avait complètement tout viré le département marketing. C'était toute une nouvelle équipe. Ils voulaient changer la marque et tout ça. T'sais. Puis il y avait raison de venir chez Sidley. T'sais. Mais 2 mois après, cette équipe-là se sont tous fait virer. Ils sont revenus dans leur vieille bottine. Puis là, ben, c'était terrible pour nous, ça ne marchait pas. T'sais. Fait que oui, il y a des marques comme ça. Moi, je pense que chaque marque, tu dois donner la chance de faire du bon travail. Tu dois donner la chance du doute et tout ça. Mais il y a des fois, ça fonctionne juste pas. Ça marche pas. T'sais. Puis toujours dans ta préparation pour un pitch, jusqu'à quel point
tu fais une recherche sur les gens qui sont dans la salle. C'est qui ces personnes-là, c'est quoi leur poste, c'est quoi leur pouvoir décisionnel, où est-ce qu'ils étaient avant. Est-ce que ça fait partie de votre préparation aussi? Oui, oui, ça fait partie de notre préparation pour savoir c'est qui les trois personnes. Je t'explique les trois personnes, là. La première, c'est qui prend la décision. Est-ce que cette personne-là va être dans la salle ou pas? Ça arrive souvent que la personne qui prend la décision n'est pas dans la salle. Alors, tu dois préparer ton travail pour que lorsque toi, tu quittes la salle, ton travail va être capable de vivre par lui-même. Parce que là, le VP marketing, mettons, va prendre ton travail, puis lui, il va aller le vendre à la personne qui prend la décision. Mais toi, tu n'es plus là. Fait que ça, c'est important à prendre en considération. Après ça, la deuxième chose, c'est savoir c'est qui est la personne de confiance alentour de la table. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est la personne de confiance en disant c'est moi qui prends la décision, mais avant de prendre ma décision, je vais laisser parler mon bras droit là, pour avoir son point de vue. T'sais. Fait que souvent, dans un meeting, les gens se présentent des choses, puis là, la personne qui prend la décision va dire Jean-Claude, qu'est-ce que tu en penses, toi? Avant que la personne qui prend la décision parle. Puis souvent, il y a la troisième personne qui, elle, est la personne qui aime Sidley, qui aime les choses différentes, qui veut changer des choses, tout le kit. Puis cette personne-là, souvent, va être la deuxième personne à parler. Parce que là, elle va essayer de défendre puis de mettre quelque chose là-dedans. L'enthousiaste. Ouais, c'est sûr et certain. Fait que ça, c'est important de savoir toutes ces petites choses-là. Je reviens au sujet de la créativité. On a pris une petite tangente là, sur les pitchs. C'est toujours intéressant de voir l'approche de chaque agence. Tu as glissé un mot sur l'ego. Ça, plus on a une culture de créativité qui est forte, plus ça peut impliquer des conflits d'idées. Parce que moi, j'y crois, toi, tu y crois. Est-ce que c'est une friction avec laquelle il faut simplement vivre ou est-ce qu'il y a une façon de la gérer pour éviter les frustrations? Moi, je pense que c'est important. La tension dans une pièce, c'est toujours positif. Quand tu laisses l'ego à la porte, puis que tu fais le débat des idées, c'est important. Parce que c'est comme ça que tu te remets en question, tu te doutes, tu te mets dans ta zone d'inconfort. Puis c'est là, je pense que le travail avance vraiment. T'sais. Moi, j'ai déjà été dans des situations de créativité où la personne qui décide dit des idées, puis tout le monde alentour de la table dit « Ah oui, c'est une super bonne idée, ça. » Mais c'est pas une bonne idée. C'est juste parce que c'est la personne qui l'a dit, mais c'est une fausse bonne idée. Moi, je pense que, je dis toujours moi, aux juniors qui commencent chez Sidley, souvent quand vous êtes en meeting, vous ne voulez pas parler parce que vous vous dites « Ah, ben moi, je suis junior, tu sais. Moi, je ne dis pas un mot, tu sais. Je vais écouter. » C'est la pire chose. C'est le pire meeting que tu peux pas avoir. Tu as tout à gagner et tout à perdre quand tu es junior parce que tu peux dire ce que tu veux. Tu sais. Tu peux être contre l'idée ou tu peux exprimer ton idée. Mais ce qui est important, c'est de l'exprimer. Fait que quand tu rentres dans un espace où on débat les idées, pour moi, c'est là que la magie arrive, c'est là que ça se passe. Mais on revient à la question de l'ego et la friction. L'ego, la friction, être généreux aussi. Moi, je pense que d'être généreux dans ses idées, mais être généreux dans son écoute, d'être généreux vraiment dans son explication. Ce sont tous des valeurs de créativité comme ça qui font partie de mes 10 trucs d'ailleurs, dans certains cas, là, où on doit vraiment se mettre ces règles-là un petit peu en place. Là, ça arrive des fois qu'on a eu des gros débats, puis qu'on sort de là, puis on n'est pas sûr, c'est-tu cette idée-là, non, l'autre idée, whatever. Puis là, après ça, on revient le lendemain, puis là, ça s'est placé, puis là, j'ai pensé à ça, puis quelqu'un a fait une maquette. La minute que tu fais une maquette ou un prototype, hop, là, ça change la perspective. Ah, là, c'est intéressant. C'est là que le travail arrive. Puis là, c'est là qu'on pourrait tomber dans l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle ne peut pas nous amener ces moments-là. Par contre, ce que ça nous fait prendre des décisions créatives plus rapides parce qu'on est capable d'avancer plus vite. Mais le doute n'existe pas dans l'intelligence artificielle. Comment vous utilisez l'intelligence artificielle en ce moment chez Sidley? À tous les jours. À tous les jours.
On l'utilise d'une façon créative. On l'utilise pour créer des images, pour faire des recherches d'images, pour faire de la rédaction, pour faire de la traduction, pour faire du casting, pour faire du Est-ce que contenu. pour vous, c'est simplement un accélérateur dans le processus ou est-ce que ça ajoute un input qui est différent parfois? Ben, moi, je fais référence un petit peu lorsque lorsque le Mac est arrivé en création. Moi, je l'ai vécu cette étape-là, tu sais, puis le Mac euh, a tout changé. Puis je me rappelle, à l'université, il y avait des professeurs qui disaient: «Ah non, 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 on touche pas à l'ordinateur, on fait toutes les maquettes à la main, on dessine, papa.» L'ordinateur nous permettait d'être plus rapide. Puis en création, on travaille vraiment en triangle. Donc, on travaille très, très, très large au départ. On prend des décisions jusqu'à temps, à un moment donné, qu'on trouve la bonne solution créative. C'est exactement ce que l'intelligence artificielle nous permet de faire. Ça nous permet de travailler dans notre triangle beaucoup plus rapidement parce qu'on est capable de tester, faire des prototypes, faire des recherches, aller vérifier des choses beaucoup plus rapidement. Fait que pour moi, c'est une extension, c'est un outil créatif. C'est comme l'homme, lorsque l'être humain a inventé le marteau. C'est l'humain qui frappait avec son poing comme ça, à un moment donné, il avait mal. Fait qu'il a inventé un marteau. Fait que ça lui a permis de frapper plus fort, plus longtemps. Mais guess what? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a pu bâtir des cathédrales, on a pu bâtir des choses plus grandes que nous. Fait que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est exactement ça. Ça va nous permettre, c'est un outil qui va nous permettre de faire quelque chose de plus grand parce qu'on le fait de façon plus rapidement. Et puis, mais ça va toujours rester l'humain derrière qui va être capable d'amener le doute, qui va être capable d'amener l'inspiration, qui va être capable de se dire, ça c'est intéressant parce que ça n'existe pas. Puis moi, je le trouve le fun. Nous, on l'utilise beaucoup aussi. Là, puis on se fait des cas d'inspiration à tous les lundis matins. Là, on fait des petits partages d'histoire de comment on a utilisé l'intelligence artificielle pour faciliter une tâche, par exemple. Là, parce que je trouve ce qui est difficile, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un grand sujet. Après ça, comment tu le mets en application, on dirait que tu as besoin d'être inspiré aussi par les gens autour de toi. Ce que je trouve le fun aussi, c'est parfois ça élimine le syndrome de la page blanche parfois qu'on peut avoir. On dirait que ça fait juste kickstarter la conversation, puis après ça, OK, ah ouais, il y a peut-être de quoi ici, puis là, Mhm. on se laisse aller, on se laisse aller créativement. Chez Sidley, est-ce que vous vous attendez à ce que tout le monde soit créatif ou est-ce que c'est la responsabilité d'un département? Non, Puis tout le monde. je fais référence aussi en pré-entrevue, j'ai mentionné le mot service client, puis on dirait que ça t'a agacé un peu. Fait que parle-moi de la créativité across the board. Ouais. Ouais, ben pour moi, oui, chez Sidley, tout le monde est créatif parce qu'on est une boîte de créativité. Fait que peu importe ton poste, ton niveau dans l'entreprise, tu dois être créatif parce qu'une bonne idée, ça vient de partout. Ça vient de partout. Puis quand tu parles de service client, oui, j'ai comme coincé l'œil un petit peu parce que j'aime pas le mot service. Tu sais. Le dire qu'on est au service d'un client, j'aime pas ça. Pour moi, c'est se mettre dans une position où euh, on répond à des demandes sans nécessairement de dire ensemble, on travaille, puis on prend des décisions ensemble, puis on prend des risques, mais on les prend ensemble. Tu sais. Fait que pour moi, le mot service client, c'est pas bon. Même le service conseil aussi, en quelque part, tu sais, c'est difficile. Pour moi, il y a des gens qui amènent de la stratégie, qui amènent un point de vue différent, qui amènent des comment je pourrais dire, des zones de travail intéressantes. Après ça, il y a la créativité qui amène des idées, qui amène des folies, mais après ça, il y a toute la gestion du projet qui est super important parce que sans eux, tu n'auras pas le, le résultat de ton idée. Puis si tu n'es pas capable d'arriver à terme, au moment, dans le budget, puis qu'elle prenne forme, une idée, c'est pas out there, doesn't exist. Mm. Pour moi, j'aime plus parler de charge de projet, parler de stratégie, puis parler de créatif. Mais tout ça baigne dans un gros univers de culture créative. Comment vous faites vos embauches dans ce cas-là? Comment vous faites pour spotter, est-ce que cette personne-là a un potentiel créatif? Bon, je vais te répondre, mais en même temps, je vais te répondre, mais je vais te parler d'un problème aussi. Moi, je pense que, tu sais, quand tu commences une entreprise, ben, c'est toi qui fais
tu fais toutes les embauches. Fait que, encore là, dans ma notion de 10 000 heures, tu apprends à embaucher des gens. Tu sais, de la première personne que tu embauches, là, hey, t'investis, là, c'est comme si tu investissais dans un nouveau bras, là, tu sais, C'est ça que ça te coûte aussi. ouais, ça te coûte aussi, tu sais, puis, fait que, tu sais, tu mets beaucoup d'attention. À un moment donné, plus tu grossis, moi, tu mets d'attention sur embaucher les gens, parce que tu gagnes des gros mandats, puis on embauche 10 personnes par semaine, puis là, ça grossit, puis à un moment donné, tu perds cet ADN, parce que c'est plus toi qui le fais. Puis quand tu embauches, tu réalises que la créativité vient sur toutes ses formes. Puis souvent, c'est ce que j'appelle les misfits qui sont les plus intéressants. Ce sont les gens, moi, je ne regarde pas au premier de classe, je regarde le deuxième puis le troisième de la classe, pas le premier. Parce que le deuxième puis le troisième de la classe, souvent, ils ont quelque chose de plus intéressant que le premier. Puis, c'est arrivé, à un moment donné, on faisait des stages d'été qu'on appelait Sidley Land, où c'est plein de jeunes qui soumettent leur portfolio chez Sidley pour travailler. Puis on reçoit là, une centaine, 1000 portfolios. Des fois, il y a des line-up à l'extérieur pour ça. Puis là, on était dans un... Il y a des entrevues qui se font. Après ça, les gens restent pour un petit cocktail. Puis ils prennent des drinks. Puis là, je suis au bar, puis je parle avec quelqu'un. Puis la personne dit « Ah, j'ai pas été embauché. Là. Ils n'ont pas retenu ma candidature. » Puis tu sais... Fait que là, le gars, il savait pas qui j'étais, tu sais. Fait que là, j'ai demandé, je dis, ah oui, je dis, montre-moi donc ce que t'as fait, tu sais. Fait que le gars, il sort un petit calepin, gros à peu près égal de même, là, tu sais. Puis là, il me montre ses idées, puis il me montre toutes ses affaires, là, tu sais. C'était super bon, OK? La raison pour laquelle il n'a pas été retenu, c'est parce que ses idées étaient mal emballées, étaient emballées d'une façon différente aussi. Il s'est probablement pas bien exprimé parce qu'il était nerveux. Fait que je me suis viré de bord, puis je suis allé mettre son nom sur la liste. Puis on a embauché ce gars-là. Puis aujourd'hui, il est encore à l'agence. C'est un des meilleurs créatifs. Il a un esprit complètement différent. C'est un musicien, il chante. C'est un rédacteur, mais il a un point de vue sur la direction artistique. Mais c'était pas le classique créatif que tu t'attends du portfolio avec ses petites annonces puis tout, là. C'était pas ça. C'est ça qui fait la différence, tu sais. Mais, ça, c'est magique. mais tu viens de le dire, tu sais, on engage la première personne, c'est une chose, mais après ça, ça doit être tough, là, scaler une culture à un moment donné quand tu es rendu à 5, 6, 700 employés. Ouais. En fait, moi, je me suis toujours fait un petit peu un devoir de rencontrer tout le monde qui commence chez Sidley. Donc, je fais ce que j'appelle les Creative Breakfast dans tous les bureaux. Par exemple, si je vais à Toronto, je vais à Paris, la première journée, je réunis tous les nouveaux chez Sidley. Je déjeune avec eux autres, je veux savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, ils ont-ils des questions, je leur partage mes croyances créatives, tu sais, fait que je m'implique beaucoup, beaucoup, beaucoup à la base des gens et puis à la tête des gens. Après ça, c'est le travail de tout le monde, tu sais. Mais moi, je pense que c'est important dans une entreprise d'influencer le haut et le bas. Après ça, le tout va se faire de façon naturelle, tu sais. Fait que donc pour moi, c'est clé. Puis on l'a déjà dans le passé trop occupé, pas de s'occuper de cette nouvelle génération-là. Puis ça a été des grosses erreurs. On a payé pour ça. Puis ça n'a pas été des bonnes histoires. T'sais. Ouais, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, d'aller rencontrer les nouveaux, mais aussi de s'assurer que tes gens seniors transmettent aussi cette culture-là. Parce que c'est bien beau les motiver une journée, là, puis de leur donner le spirit. Mais après ça, s'ils ne le vivent pas au quotidien, ben, j'imagine que ça meurt graduellement. Ouais. Philippe, tu as toujours été un people guy. Tu crois que les gens heureux sont ceux qui travaillent le mieux. Puis parmi tes responsabilités aujourd'hui, il y a le développement des talents. Donc, si on devait créer un petit guide là, des meilleures pratiques pour avoir des gens heureux et performants au travail, comment tu approches ça, toi? Mais premièrement, faut l'approcher avec encore là de l'ouverture puis de la générosité. Parce que je pense que chez Sidley, on a toujours été généreux envers les gens avec qui on travaille, que ce soit par... on a toujours offert de la bouffe, les déjeuners, des parties, toutes sortes de choses, mais c'est parce que ces gens-là sont généreux en retour vers nous aussi. Ils sont généreux parce que ils mettent plus d'heures, ils travaillent fort, ils se dépassent. Fait que oui, je pense qu'il faut être généreux. Il faut aussi apprendre à faire confiance aux gens, parce que chaque personne est différente.
Puis il y a des personnes que tu peux faire grandir par l'amour et la confiance, puis il y a des gens que tu peux paralyser. Par exemple, moi, je crois toujours que les directeurs de création ou les gens qui dirigent des entreprises d'une façon un petit peu sous la tension ou sous la peur, moi, je pense que la peur, c'est la chose qui détruit la création. Par contre, l'amour, l'attention, la générosité, c'est quelque chose qui fait pousser la création. Puis c'est là que tu es capable de prendre des gens qui, à première vue, tu te dis, je ne suis pas sûr qu'ils sont intéressants, mais si tu leur donnes les bonnes conditions, le bon terreau, la bonne attention, c'est ces gens-là que tu vas faire grandir. T'sais. Fait que, en quelque part, moi, je pense qu'il y a plein de petits trucs comme ça, mais ça revient beaucoup à la générosité et l'attention que tu y mets. Tu sais, pour moi, être leader d'une entreprise, c'est comme être un jardinier dans un jardin. Tu sais. Tu dois marcher ton jardin tous les matins, enlever les mauvaises herbes, s'assurer que la terre est bonne, avoir du soleil. Oh, il y a eu un petit peu trop de pluie, il faut travailler ça. Oh, il y a une plante qui pousse pas bien là, ben, on va la déterrer, on va l'amener ailleurs. Hey, qu'est-ce qui arrive si je mets un plant de basil à côté de mes tomates? Est-ce que ça va influencer le goût de la tomate? Toutes ces petites choses-là, pour moi, c'est clé, ça, pour avoir une belle culture créative puis une belle entreprise. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail là, Oui. d'encadrer les gens. Depuis le 1er octobre, tu occupes le poste de président exécutif et créatif. Qu'est-ce que ça veut dire dans ton day-to-day? Tu sais, comment tu splits ton temps maintenant? Tu viens de parler de l'importance d'être proche des gens, de t'assurer que la culture est toujours présente. Ensuite de ça, tu as peut-être le développement d'affaires, tu as le travail créatif. J'ai vu que tu as beaucoup, beaucoup d'implications aussi à l'extérieur de Seedly, sur des boards. Comment ça ressemble à quoi ton day-to-day? Puis comment ce changement de poste affecte ton quotidien? Ben, en fait, ce changement de poste-là vient parce que ça fait quand même 3 ans que je suis CEO du groupe Seedly. Donc, il y a quand même 11 unités d'affaires à l'intérieur de Seedly, pas juste Seedly, là, d'autres entreprises aussi. Puis je pense que c'était un poste qui était super intéressant. J'ai adoré faire ça. Puis c'était dû parce qu'on devait faire des grands changements pour se préparer pour le futur. Euh, L'an dernier, je me suis assis pour penser à comment va être le futur de Seedly. Si on était, il y a 30 ans, comment on part notre business, il y a 30 ans. Fait que j'ai fait le même exercice et puis on s'est aperçu qu'il y a des choses qui doivent changer. Et puis, j'en ai fait comme un petit peu ma mission, un petit peu. C'est 9 piliers dans lesquels on doit changer notre industrie. Et puis pour faire ça, je devais me sortir des opérations quotidiennes pour me focuser sur la vision. Parce que si une entreprise n'a pas une vision claire, c'est très, très, très difficile d'amener un résultat puis une excellence. T'sais. Alors, j'ai décidé de me concentrer là-dessus, sur cette vision-là, puis de me concentrer sur tout ce qui est la jeunesse. Fait que je reviens à mon histoire du haut et du bas. Fait que dans mon nouveau rôle, je me concentre sur la vision et toute la nouvelle génération. T'sais. Et je me remets pas les mains dans la cuisine, dans la création, mais j'ai toujours fait ça. Je travaille avec les gens en création, on se rencontre, on met le travail sur le mur, on se dit c'est-tu bon? Mais pour moi, ça va être de regarder le travail en fonction de où on doit aller dans le futur. Ça, pour moi, c'est important. T'sais. Alors, ça va être ça mon focus. Puis c'est quoi ta lecture du landscape des agences de publicité en ce moment? Qu'est-ce qui doit changer selon toi? Bien, premièrement, je pense qu'on fait tout du steak, blé d'Inde, patate, là, spécialement au Québec. Il faut faire attention parce on vit dans un microcosme un peu un village des Gaulois, parce que le Québec est particulier à cause de notre nature culturelle. Il y a 11 gros clients au Québec. Les formes de clients sur forme de retainer accounts, ça n'existera plus dans le futur. Il y a une communauté créative très, très, très forte qui ne vivent plus dans les agences, qui vivent vraiment dans un univers parallèle aux agences. On rate tout ça présentement. C'est ça qui est important. La créativité a quitté les agences.
la créativité est dans la rue, puis c'est à nous à s'adapter à cette créativité-là, puis de changer les règles du jeu. Fait que moi, je pense que il faut challenger le fait qu'on travaille sous des mandats à l'heure. Parce que le taux horaire baisse de plus en plus. Surtout au Québec, on est rendu quasiment à un taux horaire d'un électricien ou d'un plombier. Alors, c'est super payant, mais dans la structure économique qu'on est, on peut pas se permettre ça. Après ça, je pense qu'on devrait détenir beaucoup plus de risques et de propriété intellectuelle dans ce qu'on fait chez nos clients. Donc, de tomber beaucoup plus... puis je donne toujours l'exemple de Philippe Starck. Philippe Starck, c'était un excellent designer, mais il ne travaille pas à l'heure, Philippe Starck. Il travaille, oui, à l'heure, mais il travaille aussi à la royauté. Il travaille, il prend des parts dans les entreprises. C'est comme ça, je pense qu'il faut se réinventer. Moi, je pense qu'il faut miser beaucoup plus sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut aussi le grand débat des bureaux. Moi, je pense que des bureaux, c'est extrêmement important. Le remote work, travailler à distance, dans certaines industries, ça fonctionne bien, mais dans l'industrie créative, tu as besoin du choc des idées. C'est pas dans ton salon que tu vas devenir un grand créatif. Moi, je pense que c'est en étant constamment en conversation avec des juniors, avec des seniors, avec des gens différents de toi, avec une culture différente que tu vas devenir un grand créatif. Les bureaux doivent se réinventer aussi beaucoup sur la communauté créative partagée. Moi, je veux que dans les bureaux de Sidley, on ouvre nos portes pour inviter les content creators, des gens comme toi. Je veux dire, tu dois être capable d'accéder au studio de Sidley, à notre facilité, à notre talent. On doit travailler ensemble pour être meilleur. On doit accueillir des entreprises. On doit être un incubateur de ces business-là. Alors, les espaces de travail, pour moi, ça, c'est clé. En tout cas, bref, on pourrait en faire un épisode par un. Là, puis... Ouais. Qu'est-ce qu'on a oublié d'aborder, Philippe? Qu'est-ce qu'on a oublié d'aborder dans notre conversation? C'était le fun. C'était une conversation super agréable. Je pense que c'était... Il y a une chose que j'aurais aimé qu'on parle, parce que tu parles toujours de la grande idée. Ouais. Et puis, pour moi, j'aurais aimé ça qu'on parle de la grande idée. Parce que moi, je pense que c'est un terme publicitaire qui était très, très à la mode il y a plusieurs années. Oh, la grande idée, il faut avoir la grande idée, il faut trouver la grande idée. Moi, je pense que ça n'existe pas, la grande idée. Moi, je pense que qu'est-ce qui est grand, c'est le courage, la culture de création, mais tout ça est dans un chapeau de petites bonnes idées. T'sais. Je pense que les marques réussissent à bien se placer parce qu'ils ont plusieurs petites bonnes idées dans un contexte, dans une culture de marque. Mais les grandes idées, moi, j'y crois plus aux grandes idées. Dire que je vais faire un grand message ou je vais faire un grand 30 secondes télé, puis ça va tout changer. Je crois plus à ça. Moi, c'est quelque chose que... Le mot grande idée, j'ai de la misère. Puis la façon de consommer le contenu est rendue complètement différente aussi. C'est multiplateforme, multi-touchpoint. C'est plus... en tout cas, moi, dans ma petite expérience, là, moi, j'ai 8 ans d'expérience dans l'industrie, pas autant que toi. Avant, on travaillait sur des grandes campagnes à déploiement. Puis là, c'était une photo là, qui allait déployer partout, magazine, billboard. Maintenant, c'est plus ça. Là. Maintenant, on a besoin de volume. Maintenant, on a besoin de rapidité. Maintenant, on a besoin d'amplifier du contenu. Là. Ce que j'appelle amplifier du contenu, c'est tu prends une campagne puis tu vois comment tu peux l'exploser en micro pièces de contenu. Fait que je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu es en train de me forcer à changer le nom de mon podcast? Là, je sais pas, mais... je pense que c'est intéressant parce que la valeur des idées, pour moi, c'est clé. Moi, ce que je te dirais, c'est plus mettre l'accent sur la valeur des idées que la grande idée. C'est le mot la grande que je pense qui est moins bonne. Mais je pense que les idées, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui est important dans notre industrie. Faire un podcast sur la valeur des idées, les idées qui changent notre société, qui changent des marques, qui changent des cultures, qui changent des structures politiques. Ça, pour moi, c'est clé. C'est clé. Fait que
Fait que c'est ça. Ben, t'es fidèle à toi-même, Philippe. Ah, Tu dis ce que tu penses, tu t'as pas peur de déranger. Donc, j'adore. Un grand merci là, pour ton partage de connaissances, ton partage d'expérience. Bravo pour tout ce que vous avez accompli chez Sidley dans les 32 dernières années. Puis, on a bien hâte de voir là, qu'est-ce que vous concoctez pour les 5, 10, 30 prochaines années. merci, c'est gentil. En tout cas, on a toujours beaucoup de plaisir. Et puis, ben, je te souhaite bonne chance. Puis là, maintenant, on se connaît. Fait qu'on est amis. Fait que tu vas pouvoir me texter n'importe quand. Will do. Will do. Merci. Merci. Salut. Bye.